Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Aïssa Notou et tout d'abord un très grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1, une interview qui intervient dans le cadre de notre projet Plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Aïssa aujourd'hui? Bonjour Nathalie, moi je me porte très bien. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être là avec vous pour cette petite entrevue. J'espère que vous allez bien aussi. Eh ben, moi, ça va. Bon, on en a parlé hors antenne. Je suis un petit peu malade. Alors, excusez ma voix de canard. Aujourd'hui, ce sera pas ma plus belle voix douce et suave. Mais je vais faire mon maximum pour être audible en tout cas. Mais je suis très, très contente de t'avoir avec nous. Si vous faites partie de la communauté francophone du Grand Toronto, vous connaissez sûrement Issa Notou. C'est vraiment un nom qui revient fréquemment dans la communauté. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, Aïssa, et également nous dire d'où tu viens et où tu es née? D'accord. Écoutez, moi je suis franco-ontarienne, originaire de l'île Maurice, une très petite île dans l'océan Indien. J'ai immigré au Canada il y a 37 ans avec ma famille et j'ai beaucoup évolué dans le monde anglophone, ce qui est surprenant, jusqu'en 1999 quand j'ai décidé de retourner aux études pour étudier le droit à l'Université d'Ottawa dans leur programme de Common Law en français. Alors, j'ai commencé ma carrière de juriste au service juridique du Centre francophone du Grand Toronto il y a déjà 20 ans. Je suis avocate pratiquante en droit des cliniques et surtout en droit de l'immigration et des réfugiés. Et je suis présentement la vice-présidente des services d'aide juridique, d'employabilité et des services aux nouveaux arrivants au Centre francophone du Grand Toronto. Waouh, tout un programme qu'on va bien sûr, enfin, on va revenir un petit peu sur tout ça, mais avant toute chose, on va rester dans cette période un petit peu de l'enfance. Est-ce que tu te rappelles, Aïssa, de bons souvenirs que tu as pu avoir, peut-être encore à l'île Maurice, vu que t'es pas, enfin, t'es partie, t'étais pas toute petite, tout bébé, tu avais peut-être encore certains souvenirs. Est-ce que tu te rappelles de certaines choses que tu pourrais partager avec les auditeurs de Choc FM 105.1? Ben, écoutez, l'île Maurice, pour moi, malgré le fait que je suis ici au Canada depuis 37 ans et que je m'identifie comme Canadienne à 100%, il y a toujours un petit morceau de mon cœur que j'ai laissé dans mon pays natal. L'île Maurice n'est pas très connue ici. C'est une très petite île tropicale et paradisiaque qui est située dans l'océan Indien. Pour moi, bon, j'ai fait mes études secondaires à l'île Maurice. J'ai grandi là. J'ai fait mes études secondaires avant d'immigrer au Canada. Alors, pour moi, je porte toujours des beaux souvenirs de mon pays natal. Surtout les années passées à l'école secondaire. Je fréquentais une école catholique, là, le couvent de Lorette de Port-Louis, Port-Louis étant la capitale de l'île Maurice. Et j'ai passé 7 ans dans cette école. Je porte en moi de beaux souvenirs, des beaux moments que j'ai passés avec mes amis, que ce soit aller à la plage, danser au Sega. Vous savez, le Sega, c'est la danse folklorique de l'île Maurice. Et pour moi, grandir dans cette île, dans un pays multiculturel, euh, grandir à côté des personnes d'autres traditions, d'autres races, mais qui ont cette joie de vivre ensemble. Ce sont là tous de beaux souvenirs que je garde en moi. Justement, c'était un petit peu les prémices d'une vie multiculturelle comme tu l'as maintenant à Toronto, parce que c'est vrai que l'île Maurice, il y a un petit peu de tout. Il y a des Indiens d'Inde, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont immigré d'Europe, parce que c'est un passé colonial aussi, l'île Maurice. Ça a été Exact. français très longtemps. Donc, il y a vraiment ce côté multiculturel que tu peux retrouver maintenant à Toronto, en fait. Exactement. Pour moi, la transition a été très facile lorsque j'ai immigré au Canada, étant issue d'un pays
où il y a tout un melting pot qu'on appelle en anglais multiculturel. Vous savez, l'île Maurice, de par son multiculturalisme, la tolérance de l'un envers l'autre, le respect des droits humains, c'est vraiment un modèle exemplaire de cohabitation culturelle parce que c'est fondé sur les principes du multiculturalisme. Donc, c'est, comme je l'ai dit, un melting pot multiculturel où se mêlent croyances religieuses, traditions et langues. Et les habitants, vous savez, il n'y a pas vraiment de personne qui peut dire que moi, je suis vraiment de l'île Maurice. Pas d'aborigènes, pas d'autochtones de l'île Maurice. Nous sommes tous des habitants qui avons des ancêtres d'origine indienne, africaine, chinoise et européenne. Alors, tout comme au Canada. Tout comme au Canada et surtout à Toronto. Alors justement, on va rester encore un petit peu dans ce moment de l'enfance. Tu disais que toi, tu as été dans un couvent quand tu étais petite. C'est là où tu as fait tes études. L'école s'appelait Couvent de Lorette de Port-Louis et c'était dirigé par des religieuses, quoi. Alors, c'était une école strictement pour filles jadis, c'était un vrai couvent pour les religieuses, mais ensuite, ils ont bâti, avec le couvent, il y avait l'école secondaire que pour les filles. Alors, comme vous le savez, les écoles qui sont dirigées par des religieuses, là, c'est vraiment strict, hein. Sévère, ouais. Ouais, alors, pour moi, je porte de beaux souvenirs, mais il faut dire qu'il y avait des moments où, bon, on se faisait taper, hein, à ce moment-là, sur la main parce que l'uniforme était un petit peu trop court, c'était au-dessus des genoux, où fallait pas porter des boucles d'oreilles, fallait pas qu'on ait du vernis à ongles. Donc, on se faisait le matin, là, on faisait la ligne, puis les religieuses nous examinaient, quoi, les filles, là, pour s'assurer que nous sommes conformes au règlement de l'école. Mais justement, est-ce que tu te rappelles à quoi tu te rêvais quand tu étais petite? Est-ce que dans ta tête, c'était déjà prédéfini, que tu avais cette fibre pour défendre les gens, que tu avais envie de faire du droit, que c'était ça ta voie, entre guillemets? Ou alors pas du tout, quand tu étais petite, tu te rêvais d'un métier totalement différent? Alors à chaque fois, je donne des métiers un petit peu classiques auxquels les petites filles, elles s'imaginent, elles s'identifient. Maîtresse d'école, vétérinaire, hôtesse de l'air, ça peut être très divers et variés, les rêves qu'on a quand on est petite. C'est aussi très influencé par ce qu'on voit à la télé souvent ou ce qu'on a autour de nous. À quoi elle se rêvait la petite Aïssa quand elle était encore à l'école à l'île Maurice? Moi, je rêvais d'être couturière designer. Alors, je rêvais toujours d'avoir ma propre boutique de vêtements de marque. La couture, c'était vraiment une activité à laquelle je m'étais adonnée dès que j'avais l'âge de 13 ans. Donc, pour la petite histoire, je n'étais pas intéressée au tout début. Ma mère m'a forcée à prendre des cours de couture le week-end en m'envoyant chez la voisine qui était couturière. Donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à rêver d'être couturière un jour. Alors, et en même temps, pour moi, c'était aussi une façon de me décrocher. Vous savez, parfois, même étant jeune, on veut juste se décrocher, on veut juste avoir son petit moment à lui-même. Donc, pour moi, la couture, ça m'apportait beaucoup de joie, beaucoup de la joie. Et puis, ça m'aidait aussi à me focaliser sur quelque chose de manuel. Vous savez, toucher du tissu, les ciseaux, la machine à coudre et surtout de créer. Donc, et sans me vanter, je peux vous dire que après les cours de couture, finalement, ça m'a beaucoup servi parce que je peux confectionner une robe de A à Z, y compris faire le design. Donc, pour moi, ça a toujours été une passion de vraiment devenir couturière et designer. Et du coup, à quel moment elle est venue cette passion pour cette fibre, on va dire, pour le droit, pour défendre les autres, pour être celle qui porte la voix de ceux qui arrivent peut-être pas à s'exprimer devant, que ce soit des tribunaux, des cours ou tout simplement dans la vie de tous les jours aussi? Ben, ma passion pour la justice sociale, ça a toujours été là. Vous savez,
J'étais toujours celle qui défendait les plus faibles, les plus vulnérables, même à l'école. Lorsqu'il y avait du bullying, du taxage, c'était moi qui venais toujours à la défense de ceux qui étaient des victimes. Donc, toujours eu ce côté en moi qui voulait défendre, vous voyez, les plus faibles, les plus démunis. Et la justice sociale, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait au tout début. Et même lorsque je suis allée à l'école de droit et que j'ai fini en 2002, pour moi, c'était pas clair à ce moment-là si je voulais me lancer dans la justice sociale ou non. J'ai fait mon stage au bureau du procureur général de l'Ontario et c'était justement le bureau du tuteur et du curateur public. Et comme vous le savez, c'est là où c'est le ministère qui s'occupe vraiment des personnes qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, des personnes qui sont incapables de prendre des décisions. Alors, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser dans ce domaine. Je voulais vraiment pratiquer dans un domaine où je pouvais venir en aide aux personnes. Cette touche humaine m'attirait beaucoup, cet intérêt de faire d'avoir un impact dans la vie des personnes que je desservais. C'est là où a commencé mon intérêt dans la justice sociale. Donc, c'était durant mon stage au bureau du tuteur et curateur public. Et ensuite, bien sûr, j'ai commencé ma carrière à la clinique juridique du Centre francophone du Grand Toronto. Et comme toute autre clinique juridique communautaire, c'est vraiment une clientèle démunie qu'on dessert. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir desservir cette clientèle n'est pas seulement vulnérable, marginalisée, mais aussi une clientèle francophone vivant dans une ville où nous sommes en minorité. Les francophones doivent, comme vous le savez, toujours lutter pour leur droit d'avoir des services en français, d'être desservis en français. Et même devant les tribunaux, on le voit tous les jours. Hein, et c'est toujours une lutte pour demander des services en français pour nos clients. Alors, malgré les lois, la loi sur les services en français, il faut toujours faire un effort pour demander à être desservi en français. Alors, pour moi, le travail à la clinique juridique, ça m'a permis de continuer cette passion de desservir les gens qui sont vulnérables, marginalisés, et surtout les réfugiés que nous desservons à la clinique juridique. Alors justement, avant de commencer à parler de cet emploi à la clinique juridique du Centre francophone, on va passer le premier extrait de ta liste, le premier extrait musical. Cette chanson s'appelle La Casse créole de Jean-Jacques Debout. Aïssa, explique-nous un petit peu pourquoi cette chanson a fait battre ton cœur, pourquoi elle fait partie de ta sélection musicale, tout simplement. Ben, c'est une vieille chanson. Cette première chanson, je l'ai choisie car c'est une chanson nostalgique. Je parle beaucoup de l'île Maurice. Et comme j'ai dit, il y a toujours un morceau de mon cœur que j'ai laissé là dans mon pays. Cette chanson englobe ce que représente l'île Maurice. Ça parle des flamboyants. Vous savez, les flamboyants sont des grands arbres que chez nous, on appelle les arbres de Noël parce que justement, ces arbres fleurissent avec de jolies fleurs rouges vers la fin de novembre. Donc, durant les temps des fêtes, cette chanson me rappelle les belles plages de l'île Maurice. Vous savez, moi, je suis amoureuse de la mer, des belles plages. Cette chanson me rappelle le Sega, les magnolias. Et selon la légende, au fait, pour la petite histoire, Mark Twain, durant son passage vers, je pense, 1896 à l'île Maurice, aurait dit, l'île Maurice fut créée d'abord et ensuite le paradis fut copié sur l'île Maurice. Donc, cette chanson me rappelle les souvenirs des beaux moments que j'ai passés là. Vous savez, et même sur mes fonds d'écran, j'affiche toujours les belles plages, les images des belles plages de l'île Maurice, ce qui me fait relever, même si je ne suis pas là-bas. Ça me fait quand même vivre mes beaux moments à l'île Maurice. Et bon, on va faire revivre cette petite nostalgie en toi avec cette chanson, un extrait du coup de cette chanson, La Casse créole de Jean-Jacques Debout.
Alors, on a écouté tout de suite un extrait de cette chanson, La Casse créole de Jean-Jacques Debout sur les ondes de Choc FM 105.1. Alors, t'en parlais juste avant, Aïssa, ton premier emploi, du coup, ça a été justement à la clinique juridique du Centre francophone. Comment ça s'est fait? Est-ce que justement, tu venais de faire ton stage et du coup, c'était plus simple, tu as trouvé tout de suite? Parce que c'est vrai qu'un premier emploi, c'est jamais très, très simple, surtout quand on a une idée plus ou moins bien définie de ce qu'on veut faire. La justice sociale, c'est pas forcément la même que n'importe quelle justice. Tu as envie de représenter, comme tu disais, la voix des opprimés un petit peu, des personnes marginalisées, des personnes qui, par manque de connaissances ou de repères, ne savent pas exactement vers qui se retourner. Comment toi, tu as justement eu l'opportunité de travailler à la clinique juridique du Centre francophone? Comme j'ai dit, je travaillais au bureau du tuteur et curateur public durant mon stage et une des avocates, là, qui était aussi francophone, m'a parlé du Centre francophone du Grand Toronto. Vous savez, comme j'ai dit, moi, j'ai vécu les premières années, je dirais même 14-15 ans de ma vie ici à Toronto sans connaître la communauté francophone, sans m'impliquer dans la communauté francophone et sans connaître le Centre francophone du Grand Toronto. Alors, cette avocate m'a parlé de la clinique juridique du Centre francophone du Grand Toronto et elle m'a donné les coordonnées. Elle m'a dit, tiens, pour commencer, pourquoi est-ce que tu ne les contactes pas? Et là, je me souviens de l'appel que j'ai fait. J'ai même proposé de faire du bénévolat. J'ai parlé au directeur du Centre francophone à l'époque, qui était Jean-Gilles Pelletier. Et là, j'ai dit, écoutez, moi, je viens de finir mon stage d'avocat et j'aimerais pouvoir faire du bénévolat, mettre mes services, rendre mes services disponibles à la communauté francophone. Et bon, Jean-Gilles m'a dit, ne coupez pas, je vais prendre vos coordonnées. Il s'avère que un de leurs avocats venait de quitter la clinique et ils étaient absolument à la recherche d'un avocat bilingue, d'une avocate ou d'un avocat bilingue qui parlait français. Alors, il a pris mes coordonnées et suite à ça, il m'a envoyé l'affichage du poste. J'ai postulé et 20 ans plus tard, je suis toujours à la clinique juridique. Et justement, est-ce que toi, qui 20 ans plus tard, c'est une vie presque, justement, est-ce que les besoins, les questions, les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils ont les mêmes questions? Est-ce qu'ils ont les mêmes besoins, justement, au fur et à mesure où tu as pu voir des évolutions, justement, dans leurs demandes ou dans leur façon de t'aborder également? Est-ce qu'ils sont toujours aussi surpris d'avoir des services en français? Parce que quand bien même on le disait et tu l'as répété, ça reste une lutte. Le français en Ontario, on va pas se le cacher. Même si nous, ici, à Choc FM 105.1, on est une radio communautaire francophone, donc on n'a pas l'impression que ce soit si difficile parce que tous nos interlocuteurs sont francophones, les gens avec qui on parle sont toujours francophones, donc on a l'impression de vivre en français ici. Mais une fois qu'on sort des locaux de Choc FM 105.1, c'est vrai que c'est la réalité un peu différente. Toi, pareil, au centre francophone, tout le monde est francophone, francophile, tout le monde parle français, mais on a toujours cette impression que les gens connaissent pas assez bien les services qui leur sont offerts. Donc, du coup, voilà, je me demandais, est-ce que tu avais remarqué une quelconque évolution
dans la demande ou dans l'attitude des gens face aux services en français au centre francophone? Mhm. Je dirais que les besoins sont les mêmes. Euh, c'est vrai qu'au tout début, la demande pour des services en immigration et des services pour les réfugiés n'était pas aussi élevée que ça l'est aujourd'hui. On faisait beaucoup du droit des locataires, beaucoup du droit d'aide sociale, droit de la personne. Mais bien sûr, depuis 2003, comme vous le savez, l'immigration francophone a beaucoup évolué. Il y a beaucoup plus d'immigrants francophones qui sont venus durant cette période. Et vous savez, c'est à peu près plus de 50% de ces francophones qui choisissent de s'établir dans la région du Grand Toronto, notamment à Toronto. Il y a aussi eu beaucoup d'événements qui se passent dans des pays, surtout les pays subsahariens, les pays francophones subsahariens, avec les guerres et tous les changements du gouvernement et tout. Alors, il y a maintenant beaucoup plus de réfugiés, des demandeurs d'asile qu'il y en avait en 2003. Alors, ce qui fait que je dirais à peu près 75 à 80% de notre travail à la clinique juridique maintenant, c'est du droit de l'immigration et des réfugiés. Alors, donc, les besoins ont changé dans les domaines de droit. En ce qui concerne les services en français, la disponibilité des services en français, vous savez, c'est toujours pour moi un défi de continuer à sensibiliser les gens de l'existence des services en français. Surtout au niveau des nouveaux arrivants. Il y en a beaucoup qui viennent et ils ont des enfants et ils pensent que envoyer leurs enfants dans des écoles de langue française, s'associer à des organismes francophones, euh, ça va les empêcher d'apprendre l'anglais. Donc, ça, c'est tout un travail de sensibilisation qu'on fait au niveau des services aux nouveaux arrivants. Mais concernant la justice en français, ça, c'est vraiment encore là des personnes qui ne sont pas au courant de leurs droits. Étant la seule clinique juridique francophone dans la région du Grand Toronto, l'autre se trouve à Ottawa, à Vanier. Il faut toujours qu'on aille dans la communauté faire comprendre qu'il existe une clinique juridique en français pour desservir la communauté francophone, pour sensibiliser les gens sur leur droit de demander pour des audiences en français devant un juge ou un décideur qui soit parle français ou qui est bilingue et qu'on n'a pas besoin de demander des services juridiques avec l'aide d'un interprète. Vous savez, plaider en français, c'est pas la même chose que de raconter son histoire à travers les services d'un interprète. Alors, pour nous, c'est toujours un travail continu que de sensibiliser la population qu'il existe des services juridiques en français. Et justement, est-ce que les gens, quand ils viennent au centre francophone, ils sont conscients que ça existe tout ça, ou ils viennent parce qu'on leur a parlé du centre francophone, on leur a dit, bah, je connais quelqu'un qui va pouvoir t'aider en français, mais après, je sais pas trop, faut que tu y ailles. Et une fois qu'ils discutent avec toi, ils se rendent compte que effectivement, tu peux avoir des audiences en français. Effectivement, t'es pas obligé d'avoir un interprète parce que effectivement, tu as le droit à ça. Comment les gens y réagissent? Est-ce qu'ils sont au courant ou est-ce que non, pas du tout. En fait, nous, on a Euh, Toronto, on vit en anglais, on savait pas. Ouais, souvent ils sont choqués. Même si on leur parle en français, on communique en français, beaucoup sont choqués du fait qu'ils ont droit à une audience en français lorsqu'il viendra le temps de se présenter devant le juge, que ce soit la Cour des petites créances, que ce soit au tribunal de logement, que ce soit la commission des droits de la personne, que ce soit à la commission sur le statut de réfugié. Ils sont très surpris de savoir que ici au Canada ou à Toronto surtout, ils ont le droit de se faire entendre en français. Ils ont le droit de témoigner en français. Ils ont le droit de dire non, je n'ai pas besoin d'un interprète qui va traduire de l'anglais au français ou du français à l'anglais. Et pour nous aussi, pour la clinique juridique, pour les avocats, on doit constamment faire déposer des plaintes. Vous savez, malgré le fait qu'on a la loi sur les services en français, la loi sur les langues officielles,
Il y a toujours des entités gouvernementales qui doivent souvent être appelées de leur obligation, selon la loi, d'offrir des services dans les deux langues. Alors, on a eu dans le passé à déposer des plaintes, que ce soit au niveau de la commission sur le statut de réfugié, que ce soit l'Agence des services frontaliers du Canada, l'Immigration Canada. On a eu à déposer des plaintes et même les autres tribunaux administratifs de l'Ontario où on a agi euh, avec le consentement de nos clients à déposer des plaintes et dans beaucoup de cas, on a eu du succès, ce qui fait que la situation a beaucoup changé. Je dirais de 2003 et 2023. En 2003, il n'y avait pas d'offre active en français au niveau de ces tribunaux. En 2023, la situation s'est améliorée. Mais c'est quand même une lutte constante pour nous de toujours indiquer qu'on a besoin des services en français au niveau des tribunaux. Et concrètement, est-ce que le temps d'attente pour une audience en français, c'est la même chose que pour une audience classique, entre guillemets, en anglais? Est-ce qu'on a besoin de plus de préparation, justement? Est-ce que être francophone, quelque part, c'est pas quand même avoir une épine dans le pied pour eux, va se dire, oh, bah voilà, il faut préparer une audience en français, on n'est pas prêt, il faut trouver un juge qui parle français, c'est toute une organisation. Ouais, c'est toute une organisation et je dois vous dire que le délai d'attente pour les dossiers en français, pour avoir une audience en français, peut être beaucoup plus long que si on choisit d'avoir une audience en anglais. Ce qui fait que même nos justiciables francophones, les clients qu'on dessert, parfois ils nous disent, écoutez, maître, moi je préfère d'avoir une audience dans 2 mois en anglais avec l'aide d'un interprète que d'attendre 6 mois pour avoir une audience devant un juge bilingue ou qui parle français. Ça arrive souvent. Euh, et le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de juges, assez de décideurs qui parlent français. Alors, donc c'est à nous, les avocats, à ce moment, de convaincre la personne que si on laisse passer, si on ne fait pas de demande active pour les services en français, Ça va mourir. éventuellement, exactement, la situation va s'empirer. Il y aurait quasiment plus de services en français à un certain moment. Alors, souvent, ils sont d'accord. Et nous, de notre côté, bien sûr, on continue à faire des plaintes, on continue à écrire aux tribunaux pour revendiquer le droit d'avoir une audience en français aussitôt que possible. Mais la réalité reste que pour les justiciables francophones, souvent, il y a le délai beaucoup plus long que pour les anglophones. Et est-ce que justement, avec la pandémie, ces délais, ils se sont pas aussi accumulés un petit peu et ça n'a pas été plus long? Ou au final, là, maintenant, on est quand même un peu sorti de cette pandémie et les retards, entre guillemets, qui ont pu éventuellement être accumulés sont redevenus à la norme classique. Ben, disons que c'est sûr qu'avec la pandémie, toutes les audiences ont été affectées, que ce soit des audiences pour les personnes francophones ou anglophones. Mais une des tendances qu'on a remarquées, c'est que la majorité des audiences sont tenues virtuellement. Ce qui fait que un commissaire, un décideur, un juge de Montréal peut siéger à une audience à distance, même si nos clients se trouvent à Toronto. Donc, de ce fait, je dirais que les choses se sont améliorées quelque peu, mais remarquez que pour certains domaines de droit, tels que le droit des réfugiés, des audiences à distance, ça n'aide pas beaucoup, hein. Alors, un demandeur d'asile qui comparaît devant un juge en présentiel peut raconter son histoire et souvent c'est la crédibilité qui est le facteur déterminant pour ce genre de dossier. Alors, à distance, témoigner sur un écran, c'est peut-être pas évident. La crédibilité peut ne pas être évidente non plus. Alors, disons que il y a des avantages et des avantages à avoir des audiences à distance. Mais c'est un des résultats là, de la pandémie. Les tribunaux ont de plus en plus tendance à accorder des audiences virtuelles. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais quand quelqu'un a besoin de raconter son histoire, faire un peu marcher l'affect. C'est là aussi on se rend compte que
un interprète, ça a ses limites parce qu'il va machinalement répéter dans une autre langue ce que la personne vient de dire, mais il va pas rajouter l'émotion. C'est pas son histoire à lui. Le gars fait juste que Exactement. répéter. Ce serait la même chose avec un traducteur via Google si on pouvait le faire pendant une audience. Là, on a réellement besoin d'un interprète pour être sûr des propos, mais c'est sûr que l'émotion, la teneur de l'histoire, elle n'est pas portée pareil de la bouche de la personne qui a vécu son histoire, qui a vécu des choses traumatisantes, et de la personne qui fait juste la traduction au final. Exactement. Et ça, on rencontre ce genre de situation dans le cas des dossiers de demande d'asile devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, où souvent, comme j'ai dit, la crédibilité, lorsque le demandeur d'asile raconte son histoire, témoigne de ce qu'il a vécu, tout ça ne peut pas être traduit. Les émotions, les pleurs, ça ne peut pas être traduit. L'angoisse ne peut pas être traduit. De l'autre côté aussi, souvent, on a affaire avec des traducteurs qui ne traduisent pas fidèlement ce qui est dit. Vous voyez, parfois même, on peut avoir un demandeur d'asile d'un pays qui parle la même langue, mais ce n'est pas la même dialecte. Donc, il y a tous ces problèmes, tous ces enjeux lorsqu'on fait appel à des traducteurs durant une audience. Alors, avant de continuer le fil de ta vie, Aïssa, on va passer un deuxième extrait de ta sélection musicale. Cette chanson, c'est une chanson que j'aime beaucoup personnellement. Elle s'appelle Aïcha, c'est une chanson de Khaled. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle fait aussi battre ton cœur, cette chanson? Enfin, tout d'abord, c'est une chanson d'amour et ça me rappelle les beaux moments durant mon jeune âge. Une chanson d'amour de la part d'un homme qui promet des richesses à son bien-aimé. Alors, je n'ai jamais connu quelqu'un qui n'a pas aimé cette chanson. Mais cette chanson, pour la petite histoire, m'interpelle surtout car Aïcha est supposée être mon nom. Je suis musulmane et mon père a toujours voulu me donner le nom d'Aïcha. Mais il s'avère que au bureau du registraire à l'île Maurice, ils ont mal appelé le nom, ce qui fait que je me suis retrouvée avec le nom d'Aïssa au lieu d'Aïcha. Et pour la petite histoire aussi, les collègues au CFGT, au Centre francophone, se font toujours un point de jouer cette chanson aux événements des employés, car ils savent combien j'aime cette chanson. Mais disons que en grandissant, lorsque les gens me demandaient mon nom, je disais toujours que c'était Aïcha, même si c'était écrit Aïssa. Mais je suivais aussi, je regardais les films, je suivais beaucoup les acteurs américains et un jour j'ai appris que la fille de John Wayne s'appelait Aïssa Wayne. Et pour moi c'était une surprise car je pensais que j'étais la seule personne au monde qui avait ce nom, qui était mal appelé finalement, qui devait être Aïcha. Ensuite, j'ai commencé mon travail au service d'aide juridique du Centre francophone. Et vous savez, la majorité, comme j'ai dit, de nos clients proviennent de l'Afrique subsaharienne. Et quelle ne fut ma surprise quand j'ai appris que plusieurs de mes clients s'appellent aussi Aïssa. Donc, finalement, j'ai découvert que mon nom n'était plus aussi unique que je ne le pensais. Mais en même temps, il y a beaucoup de nos clients qui viennent à la clinique juridique et lorsque je me présente, ils me disent, surtout les clients des pays maghrébins, qui me disent, ben, vous n'êtes pas Aïssa, vous êtes Aïcha, tout comme dans la chanson Aïcha. Et c'est toujours une anecdote qui me vient à l'esprit lorsque j'écoute à cette chanson, qui m'est très chère. Eh ben, on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson Aïcha de Cheb Khaled. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton
Aïcha, t'en va pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux. Alors, on a écouté tout de suite un extrait de cette chanson Aïcha de Cheb Khaled. Alors, on parlait de ton parcours, mais il y a aussi quelque chose que j'aimerais qu'on aborde, Aïssa, c'est la maison. Tu es membre fondatrice de cette maison d'accueil pour femmes qui font face à des violences conjugales, des violences XY dans leur foyer. Tu es aussi depuis 2006 membre du conseil d'administration. Parle-nous un petit peu de... Bon, sur Choc FM, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé déjà parce que c'est une maison d'hébergement francophone, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais est-ce que tu peux nous rappeler justement pour les auditeurs de Choc FM, qu'est-ce que c'est que la maison? C'est quoi? C'est quelles ressources? Comment les gens peuvent s'intéresser? Comment ils peuvent y contribuer aussi? Et puis, à la base, quel a été le constat pour la création de cet établissement? Vous savez, la maison d'hébergement pour femmes francophones est vraiment un projet qui m'a toujours tenu à cœur. J'étais impliquée dans ce dossier même bien avant que la maison d'hébergement ne soit construite, bien avant que la maison ne reçoive même son financement. On avait mis en place un petit comité ad hoc justement pour discuter du projet, du financement, et finalement, il y a une demande qui a été faite à la province, et lorsque on a appris que le financement avait été accepté, c'était pour moi un jour spécial parce que travaillant à la clinique, je faisais toujours face à des femmes victimes de violences qui venaient à la clinique. Et bon, nous, à la clinique juridique, on pouvait juste les aider avec le dossier juridique, mais on devait toujours faire des références de ces femmes aux maisons d'hébergement anglophones de Toronto. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait les référer pour dire, allez là, vous êtes dans une situation vulnérable, vous avez besoin d'être en sécurité. Et c'est un endroit où vous pouvez vous exprimer dans votre propre langue. Il n'y avait pas de maison d'hébergement francophone. Alors, vers les années 2010-2011, lorsqu'on a reçu le financement, c'était pour nous quelque chose d'extraordinaire. Et j'étais impliquée dans le tout premier conseil d'administration qu'on avait mis en place durant la construction de la maison. Je me souviens, à un certain moment, on n'était que 3 membres, 3 femmes, là, au fait, 3 femmes juristes qui étaient restées sur le conseil d'administration. On était là, on a surveillé la construction de la maison, et lorsqu'en 2013, la maison a été bâtie, lorsqu'on a ouvert nos portes pour la première fois, c'était avec fierté, une grande fierté que j'étais là pour, au fait, assister à la première pelletée de terre. Et au lancement, je veux dire, on était là la première pelletée de terre aussi. Pour moi, la maison, c'est un oasis pour les femmes francophones qui veulent fuir la violence conjugale et familiale. En même temps, c'est bon d'avoir une maison d'hébergement. Par contre, le défi majeur, c'est que on est limité à 20 lits. Donc, vous imaginez dans une ville comme Toronto, il n'y a pas d'autres maisons francophones, maisons d'hébergement francophones, où il y a tellement de femmes qui vivent de la violence, qui aimeraient fuir cette situation. Elles se font souvent dire à la maison que les lits sont toutes remplis, il n'y a pas de la place, et elles sont référées aux maisons d'hébergement anglophones. Alors, donc, c'est beau d'avoir une maison. Ce qui est quand même une main tendue pour ces femmes qui sont dans des situations d'urgence. Mais au final, comme tu le disais, on a besoin dans ce moment-là de se sentir entouré. Rien de tel que de parler sa langue, rien de tel que de se sentir comprise. Parce que quand même, si on est totalement bilingue,
il y a des différences. On s'exprimera jamais de la même façon et on dira jamais la même chose en anglais et en français. Quand bien même on maîtrise les deux langues parfaitement, il y a des petits trucs de langage, d'émotion qui sortent différemment quand on parle sa propre langue. Alors, c'est exactement ça. Donc, les femmes qui déjà sont vulnérables, qui fuient la violence, qui cherchent un endroit où elles peuvent se sentir en sécurité, où elles peuvent s'exprimer dans leur propre langue. Comme vous le dites, s'exprimer dans sa propre langue, c'est différent lorsque, même si on est bilingue. Avoir des intervenants qui sont là, qui parlent votre langue, qui comprennent vos besoins, c'est toute une autre chose. Et le fait qu'on soit très limité à la maison d'hébergement, quoique on fait du bon travail, on a du personnel engagé, on a ajouté beaucoup d'autres services au service d'hébergement de la maison. Et reste le fait qu'il y a un gros défi de capacité et qu'on a vraiment besoin de financement pour augmenter le nombre de lits qui sont disponibles là. Et tout ça est exacerbé par la crise de logement. Comme vous le savez, là, surtout à Toronto, il y a une vraie Et la crise de pandémie. logement. Et Et la la pandémie. pandémie. Parce que Et la pandémie. Ouais, on a justement. rencontré des femmes qui nous ont expliqué que la pandémie a accentué justement ces violences Oui, conjugales parce que forcément, quand tu es obligé de rester à la maison et qu'à la maison, tu as un bourreau, bah, tu étais bien contente d'aller au travail tous les matins, tu étais bien contente que les enfants puissent aller à l'école, qu'ils ne soient pas témoins de tout ça. oui. Et là, du coup, tout est fermé, tout est barricadé et tu te retrouves face à ton bourreau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense que la pandémie a fait augmenter les Oui. chiffres énormément. Ça, c'est exactement. Au fait, durant la pandémie, c'était vraiment difficile, au fait, lorsque on recevait toutes sortes d'appels à la maison, de vraiment dire aux femmes, écoutez, chez nous, à la maison d'hébergement francophone, il n'y a pas de la place, mais on peut vous référer à une autre maison d'hébergement anglophone. Il y en a même qui ont choisi de rester dans leur situation de violence conjugale, justement parce qu'elles ne voulaient pas aller dans un environnement anglophone, dans une maison d'hébergement anglophone. Et bien sûr, il y a aussi la crise de logement, ce qui fait que les femmes restent, leur séjour à la maison est beaucoup plus long que vous savez, 30 jours, 45 jours qui sont prévus. Alors, le fait que les femmes restent plus longtemps aussi, ça fait que d'autres femmes ne peuvent pas avoir accès à des lits lorsqu'elles en ont besoin. Et justement, dans ces 20 lits, est-ce qu'on compte les enfants aussi? Parce que souvent, les femmes viennent avec leurs enfants quand elles sont victimes de violences. Est-ce que dans ces 20 lits, on compte aussi ceux que les enfants vont devoir occuper? Au fait, non, c'est 20 lits pour les femmes, mais on a de la place pour les enfants aussi. Mais bien sûr, encore une fois, les espaces sont limités. Euh, et surtout que s'ils viennent avec des enfants qui, vous savez, des garçons et des filles ne peuvent pas dormir dans la même chambre aussi. Ça dépend de l'âge des enfants aussi. Le fait reste qu'il y a un problème de capacité là, à la maison d'hébergement. Donc, il nous faut vraiment travailler sur une stratégie pour convaincre les autorités d'augmenter le nombre de lits ou de bâtir une autre maison d'hébergement. Mais disons qu'avec le financement qu'on reçoit, quand même, on a su faire une différence dans la vie des femmes qui sont venues là. On a ajouté des nouveaux programmes, comme j'ai dit, il y a des programmes qu'on appelle enfants témoins de la violence. On a ajouté des programmes pour les femmes nouvellement arrivées, dont des programmes d'intégration dans la société canadienne. On a même lancé un programme pour justement apprendre à ces femmes, aux clientes de la maison, un métier tel que la couture pour qu'elles puissent devenir autonomes C'est ton financièrement. idée, ça, non? La couture? Pardon. C'était ton Voilà. Ouais, idée, la couture? exactement. Oui, la couture. Alors, il y a un truc aussi qui a été rajouté, et ça, c'est au centre francophone. Vous avez eu une nouvelle recrue spécialisée justement dans le droit des femmes et des violences sexuelles et conjugales. Est-ce que c'était un besoin justement? Est-ce que vous aviez remarqué que, il fallait une personne en plus spécialisée justement dans ce truc-là spécifiquement? Oui, justement. Et ça, c'était une initiative qu'on a constaté était vraiment nécessaire parce que les femmes venaient chez nous, surtout des femmes qui cherchaient
des services parce qu'elles ont quitté une situation de violence conjugale ou d'agression sexuelle et ils ont des besoins en matière de pension alimentaire, comment faire une demande de pension alimentaire, comment faire pour obtenir une ordonnance d'interdiction de s'approcher. On a constaté que, chez nous, on a 2 avocats qui pratiquent le droit de la famille, mais c'est du droit de la famille qui est disponible, du droit général, mais rien de très spécifique pour les femmes qui vivent des situations de violence. Alors, on a fait une demande de financement au ministère de la Justice au niveau fédéral. La clinique elle-même est financée par l'Ontario, par Aide juridique Ontario, mais on a fait une demande de financement à Justice Canada et on a pu obtenir un poste. C'est un financement qui dure pendant 4 ans seulement, mais on espère que ce sera renouvelé. Et ce financement nous a permis d'embaucher une avocate spécialisée à donner des services à des femmes ou des filles qui ont vécu de la violence et surtout des personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Alors, depuis qu'on a recruté, qu'on a lancé ce programme, on a eu pas mal de personnes, pas mal de femmes et de filles, de personnes qui sont victimes de violences fondées sur le genre, qui ont bénéficié des services de cette avocate. En même temps, nous avons le mandat de sensibiliser la population, les intervenants de première ligne, ainsi que les acteurs clés de la justice sur l'impact de la violence conjugale sur les dossiers, que ce soit les dossiers criminels, dossiers d'immigration, les dossiers du droit de la famille. Il y a toujours une certaine intersectionnalité entre la violence conjugale ou familiale et ces domaines de droit. Au mois de novembre, pour souligner la commémoration, les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, nous allons organiser un forum et nous avons plusieurs conférenciers juristes qui vont, présenter sur l'intersectionnalité de la violence conjugale et le droit de la famille ou le droit criminel. Ou même, on a une conférencière qui va parler de la violence pour le groupe LGBTQ+. Justement, c'était une de mes questions. J'allais te demander, est-ce que quand on dit la maison, c'est ouvert aux femmes, est-ce que c'est également ouvert aux femmes transgenres? Est-ce qu'il y a cette possibilité pour ces femmes aussi, qui sont aussi, et beaucoup trop souvent, victimes de violences aussi? Oh oui, définitivement. La maison est ouverte pour toutes les femmes et toutes celles qui s'identifient comme femmes. Alors, on sait qu'il y a un gros débat pour l'instant avec ce qui se passe dans le monde vous savez, la conversion des personnes On a transgenres vu et beaucoup de tout. grosses manifestations ces derniers jours aussi. Un peu contre Exactement, le mouvement, on a l'impression de faire 100 pas en avant, 10 000 pas en arrière. Des fois, on exactement. se dit, à force d'ouvrir les mentalités, on a l'impression que les gens ont saturé et qu'ils veulent repartir en arrière. On ne comprend pas trop ce qui se passe, mais... Exactement. Et vous savez, il y a beaucoup de sensibilisation à faire aussi, même au niveau de la clientèle qu'on dessert. Beaucoup proviennent des cultures très traditionnelles, vous savez, où le genre, c'est soit être homme ou femme. Donc, même parmi la clientèle, je me souviens qu'il y a eu un atelier où c'était surtout des femmes qui étaient là, puis il y avait une personne transgenre qui est venue, puis qui s'identifiait comme femme. Puis là, toutes les autres personnes ont commencé à la regarder si bien qu'on a dû intervenir pour parler un peu du sujet, pour Pour un peu crever sensibiliser les l'abcès, quoi. femmes. Exactement, exactement. Donc, il faut que ces personnes transgenres elles ont droit à un environnement sécuritaire où elles se sentent en sécurité, afin qu'elles puissent s'exprimer, afin qu'elles puissent bénéficier des services tout comme les autres. Alors, oui, il y a beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau. Avant qu'on se quitte, Aïssa, est-ce que justement tu peux nous parler des grands rendez-vous importants, que ce soit au centre francophone ou à la maison? Tu parlais justement de ce forum au mois de novembre. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous importants, que ce soit fin d'année 2023 ou début 2024?
Oui, en plus du forum qu'on va organiser en collaboration avec Oasis Centre des femmes, nous avons le mois prochain, au mois d'octobre, la foire d'emploi au Centre francophone du Grand Toronto. Euh, c'est un événement qui attire beaucoup d'employeurs et beaucoup de chercheurs d'emploi. En plus de ça, au niveau de la maison d'hébergement, nous avons l'anniversaire, notre 10e anniversaire qu'on aimerait célébrer. Et nous sommes en train d'organiser un événement, au fait, pour célébrer ces 10 ans de succès. Je n'ai pas la date exacte, ce sera probablement en début de décembre. Eh ben, on regardera ça de très très près. On essaiera de venir à ces beaux événements parce que justement, 10 ans d'activisme, dirais-je, c'est beau et ça se fête et on espère encore de nombreuses années à la maison. Même si en vrai, ce genre d'hébergement, on espère qu'ils n'existent pas parce qu'on espère vivre dans un monde où on n'a pas besoin de ces ressources. Mais merci d'être là, merci justement d'aider toutes ces femmes et d'être cette main tendue parce que immigrer dans un pays qui n'est pas le sien, c'est jamais facile. Mais en plus, quand on fait face à des violences et que le seul cocon qu'on a, c'est notre petite maison et qu'en fait, cette maison, ça devient la maison des horreurs, bah, c'est encore plus difficile. Donc, merci vraiment pour ce travail, en fait, parce que je trouve que c'est admirable, honorable et on a hâte, en tout cas, de célébrer ces 10 ans avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, Aïssa Notou, d'avoir été mon invitée aujourd'hui et d'avoir retracé avec nous ton parcours. C'était vraiment agréable et puis on a pu en apprendre un peu plus sur le centre francophone, sur la maison. Je pense que les auditeurs de Choc FM 105.1 ont pu prendre pas mal de notes pendant cette heure d'interview. En tout cas, un grand merci, c'était un vrai plaisir. C'était Nathalie Salmeron dans Plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À très vite, Aïssa. Au revoir. Merci, Nathalie. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de tout peuple, vous avez dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout